organisé la conférence de presse aujourd'hui, elle va montrer notre démarche. C'est que d'abord, il y aura une partie consacrée à l'expression des Gilets jaunes eux-mêmes. Après que la présidente Mathilde Panot prenne la parole pour aussi un mot introductif. Et après les Gilets jaunes, après que les Gilets jaunes se soient exprimés, avec mes collègues députés, nous prendrons la parole pour essayer de donner des pistes d'un plan d'action législatif pour prendre en compte la question du mouvement, de la révolte des Gilets jaunes et des différentes conséquences qu'elle peut avoir sur le plan législatif. Alors je présente, avant de passer la parole à Mathilde Panot, les personnes qui sont ici avec moi aujourd'hui. Côté député, je suis avec Arnaud Logal, qui est député du Val d'Oise, avec André Torigna, qui est député de Saint-Étienne, Mathilde Panot, la présidente du groupe des députés du Val-de-Marne, Jérôme Rodriguez. Jérôme Rodriguez, qu'on ne présente pas, qui est une figure charismatique et reconnue du mouvement des Gilets jaunes, et qui est lui-même victime, vous le savez, d'une mutilation, puisqu'il a perdu son œil lors de la dispersion d'une mobilisation qui était place de la Bastille. J'ai aussi Farouk Largo, qui est également un militant Gilets jaunes et qui anime un groupe de Gilets jaunes qui s'appelle les Opérations Spéciales. Ils ont une façon assez humoristique et décapante de finalement faire vivre les revendications aux Gilets jaunes. Fawzi Lelouch également, qui est aussi une figure des Gilets jaunes. C'est beaucoup la banlieue parisienne qui est présente aujourd'hui avec nous, banlieue parisienne dont on a dit d'ailleurs à tort qu'elle n'était pas présente dans ce mouvement, alors qu'en fait si, quand on regarde qui sont ces protagonistes-là. Et elle s'excuse de son retard, elle arrive, elle a juste un petit problème pour se garer. Nous accueillerons bientôt Priscilla Ludowski qui prendra également la parole. Mathilde, c'est à toi. Alors, je te passe les micros. Ouais, bon, sinon je parle fort, ça va. Généralement je parle assez fort. Vous voulez le transfert ou pas? Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à Raquel et je suis ravie de faire en cette journée d'anniversaire du mouvement des Gilets jaunes cette conférence en commun à l'Assemblée nationale pour plusieurs raisons. D'abord parce que Raquel l'a dit, mais nous parlons là du plus grand mouvement populaire de ces dernières années qui, face à un président des riches, a su réaffirmer à la fois les questions de vie chère, les questions de justice sociale. Et ça me fait particulièrement plaisir qu'on soit à l'Assemblée nationale parce que les Gilets jaunes ont aussi rappelé à celui qui se prend pour le monarque républicain que le seul souverain dans notre pays, eh bien, c'est le peuple. Donc je suis heureuse qu'on se retrouve toutes et tous ici. Je suis ravie aussi qu'on fasse cette conférence parce que lorsque vous faites le bilan de ce mouvement des Gilets jaunes, vous voyez que les revendications des Gilets jaunes sur la question du référendum d'initiative citoyenne, sur la question du retour de l'impôt de solidarité sur la fortune, sur la question de la redistribution des richesses, eh bien ces revendications restent intactes aujourd'hui. Et pire que ça, je pense que ce gouvernement n'a tiré aucune des leçons de ce mouvement populaire. La preuve, vous le voyez, il y a les cahiers de revendications qui sont en train de prendre la poussière, on ne sait où, dans les préfectures. Et on se retrouve aujourd'hui, je voudrais juste qu'on le note, à un prix du carburant qui est supérieur aujourd'hui au moment où le mouvement des Gilets jaunes avait commencé, avec des multinationales qui continuent de gaver leurs actionnaires. Je donne juste 2 chiffres. 18 milliards en 6 mois pour Total, 18 milliards en 3 mois pour Exxon. Et à ces difficultés s'ajoute celle pour se nourrir, pour se chauffer, une explosion des prix de l'électricité ou encore des produits alimentaires. Les salaires n'augmentent toujours pas, pire, ils ont reculé de 3%. Donc, avec cet anniversaire des Gilets jaunes et l'initiative, notamment législative, et de projets communs qui est prise aujourd'hui, c'est aussi une manière de rappeler au gouvernement, qu'aujourd'hui, plus que jamais, le pays est une poudrière et qu'il suffirait d'une étincelle pour que le peuple lassé rallume et emporte l'ensemble du pays. Et surtout pour redire, et je crois que ça c'est très important, que ce n'est pas la répression qui tarira la colère.
Vous voyez le bilan des Gilets jaunes, Raquel en a parlé. 3 morts, dont Zineb Redouane, 32 personnes éborgnées, 5 mains arrachées, 2500 blessés. Et je crois que cette initiative est aussi une manière pour notre groupe parlementaire, et je pense d'ailleurs d'autres groupes aussi qui s'y associent, de rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui portent encore dans leur chair le combat pour la vie digne. Un dernier mot pour dire que je me félicite que le groupe parlementaire insoumis porte des propositions de loi comme l'indemnisation, l'amnistie des Gilets jaunes, et redire au mouvement des Gilets jaunes et aux millions de personnes qui ce jour-là ont pu relever la tête et retrouver une dignité, eh bien, qui peuvent compter sur le soutien de notre groupe à leur côté. Merci beaucoup Mathilde Panot. Alors, je passe la parole à Jérôme Rodriguez. Je n'ai pas besoin de les tenir, je dois les tenir. Ok, bonjour, bienvenue à tous, merci d'être présents. Merci dans un premier temps aussi au groupe politique Les Insoumis, la NUP, de pouvoir en tout cas poser le débat, poser la discussion et peut-être essayer de donner un tant soit peu de reconnaissance à tous ceux qui ont souffert dans leur chair pendant le mouvement des Gilets jaunes. Je vais déjà vous répondre à une première question qui vous brûle tous les lèvres et que j'ai entendue depuis la semaine dernière, aussi bien ceux qui sont nos adversaires, aussi bien ceux qui participent avec nous, ou aussi bien ceux qui sont de l'intérieur, c'est sur ce phénomène de récupération. Les Gilets jaunes, il y a 4 ans, sont sortis dans la rue en pensant exploser le système. À défaut de l'exploser, de récupérer les manettes du cockpit et de pouvoir mener le cargo et d'aller, selon nos revendications, accéder au mieux vivre, eh ben nous, on s'est fait exploser la tête. Donc, on a fini par comprendre, et que les Gilets jaunes ne sont pas des gogoles, et qu'à un moment donné, peut-être notre façon de faire n'était pas la bonne. Donc, à défaut d'exploser le système, de peut-être l'infiltrer. Je reprendrai un terme de notre ami Yves de Tarbes aujourd'hui sur une radio. On accède au cargo, on accède au cockpit, on prend les commandes et on installe une nouvelle société, une nouvelle façon de vivre et surtout de s'adapter au mieux vivre. À défaut de parler de récupération, parce que les Gilets jaunes sont irrécupérables, parlons de collaboration. Parlons d'association, parce qu'aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, c'est pas LREM, c'est pas LR, c'est pas le RN ou tout autre groupe politique qui sont venus nous chercher pour peut-être essayer de poser les choses et améliorer les conditions à la fois des Gilets jaunes et de tous ceux qui ont souffert dans leur chair au moment où ils manifestaient. Donc si à un moment donné, il y a des gens qui nous tendent la main pour peut-être améliorer ce que nous, on a essayé de mettre en place et les souffrances qu'on a pu vivre, pourquoi aller mordre cette main ? Donc il est important aujourd'hui de pouvoir utiliser ceux qu'on a élus au pouvoir et qu'ils se mettent à travailler pour nous, pour l'ensemble des citoyens en France, et non pas tout de suite de parler de récupération. Les Gilets jaunes sont apolitiques. À partir du moment où ils enlèvent leur gilet jaune, ils récupèrent leur idée politique. La seule idée qui prévaut chez les Gilets jaunes, je tiens à la rappeler, c'est d'être partisan de la bonne idée. D'accord ? Quel que soit le groupe politique aujourd'hui qui sera en mesure de proposer une solution, un mieux vivre à l'ensemble des citoyens de France, aura forcément l'écoute de l'ensemble des Gilets jaunes. Et ça, que les choses soient claires. Moi, le mouvement des Gilets jaunes m'a appris un truc, moi, homme de gauche, qui a vécu dans une famille militante communiste. Un mec du FN, c'était hors de question que je lui parle, parce que ça restait un ennemi. Le mouvement des Gilets jaunes m'a permis de revoir un petit peu ma façon de penser, et qu'à défaut d'en faire un ennemi, d'en faire un adversaire sur le côté politique, mais de s'apercevoir que ça reste un être humain avant ses idées politiques, et que quand le frigo est vide, et que le salaire à la fin du mois ne permet pas d'accéder au mieux vivre, de permettre à ces gamins de pouvoir avoir un tant soit peu de loisirs, une fois qu'on a rempli tous nos paiements contraints, je veux dire, à un moment donné, c'est ce pourquoi on était descendu dans la rue. Donc ça, c'est sur le phénomène de récupération. Si aujourd'hui, on se retrouve à pouvoir travailler ensemble et de pouvoir travailler sur un projet commun, c'est pour pouvoir, à défaut de parler des Gilets jaunes, parler des mutilés. Des quarantaines de personnes qui aujourd'hui ont perdu un œil, ont perdu une main, ont perdu un bout de tronche, une joue par terre, un bras en moins. Parce que Mathilde Panot disait 3 morts, non, c'est 11 morts. Zineb Redouane est une mort directe due à la police. Il ne faut pas oublier, aujourd'hui, vous avez, si je ne me trompe pas, Chantal, qui est la première des Gilets jaunes à être morte sur un rond-point, écrasée par un véhicule. Et cette famille, d'ailleurs, attend aussi toujours justice. D'accord ? Donc oui, ce sont des morts liées à des accidents sur les ronds-points, mais ça reste aussi des morts. Et je voudrais juste apporter mon soutien, encore une fois, à leur famille et espérer qu'ils puissent obtenir justice sur ce qui s'est passé ce jour-là.
Le travail qu'on va essayer de mettre en place, je ne sais pas quelles sont les procédures, parce qu'on ne maîtrise pas forcément les procédures qui sont liées à l'Assemblée nationale ou tout ce qui peut être politique, mais une chose est sûre, on a demandé, en tout cas sur une première réunion la semaine dernière, parce qu'il paraissait cocasse que les Gilets jaunes rentrent à l'Assemblée, je tiens à préciser que je reste un citoyen. Il faudra juste à un moment donné m'expliquer que si on met un gilet jaune, on est à l'écart de la société et que l'Assemblée nationale nous est interdite, il faut peut-être se poser les bonnes questions dans la maison du peuple et des libertés, mère patrie des droits de l'homme. D'accord? Et si aujourd'hui on se retrouve là, c'est pourquoi? C'est pour essayer de discuter sur 3 points. Est-ce que ça va prendre le chemin d'une commission parlementaire? Est-ce que ça va prendre le chemin d'une audit pour savoir quelles ont été les responsabilités à la fois des donneurs d'ordre et de ceux qui ont appliqué les ordres? Mais une chose est sûre, c'est qu'on doit aujourd'hui discuter de 3 points très importants. La première, c'est la justice. La justice aussi bien pour tous ceux qui ont été mutilés. Et la justice aussi pour leurs familles qui ont autant souffert que les mutilés. Aujourd'hui, vous devez avoir peut-être 50% de tous ceux qui ont été mutilés qui auront eu la possibilité de porter plainte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vivent un désarroi sans pouvoir obtenir justice parce qu'ils n'ont même pas pu porter plainte. Parce que porter plainte, ça coûte de l'argent. Et ça coûte beaucoup d'argent. Sans parler des avocats, il faut aussi payer la justice pour pouvoir avoir accès à la justice. La deuxième chose, la question de l'indemnisation. Alors c'est clair, la thune, ça ne va pas vous remplacer un œil crevé. Mais ça va faire du bien un petit peu aux finances quand la plupart des gens qui se sont fait crever un œil n'ont pas pu accéder à leur travail pendant un nombre d'années incalculable. La troisième chose, c'est la reconnaissance. Peut-être être reconnu aujourd'hui que nous étions des simples citoyens de cette France silencieuse. Mais cette France, elle n'était pas si silencieuse que ça. Pourquoi elle était silencieuse, cette France qui est sortie dans la rue le 17 novembre? Parce qu'elle était simplement étouffée par leurs responsabilités familiales, leurs responsabilités de travail. C'est ça qui la rendait silencieuse. Et le jour où ça explose, le jour où il y a une fissure, la seule réponse qu'on a de la part du gouvernement, c'est des tapes dans la gueule. On envoie la police pour répondre à l'ensemble des citoyens, à défaut que ce soit les politiques qui puissent le faire, ou du même le gouvernement. Donc il était important aujourd'hui aussi qu'on place cet axe de la reconnaissance de l'ensemble des mutilés et de l'ensemble des gilets jaunes qui ont œuvré aujourd'hui simplement pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble des Français. Voilà pourquoi aujourd'hui on se retrouve à cette table, voilà pourquoi aujourd'hui on est amené à discuter avec des députés qui le veulent bien. Je vous le répète, quel que soit le parti politique qui serait venu nous chercher pour pouvoir faire en sorte que nos conditions s'améliorent, on aurait discuté avec eux. Macron a tout fait pour rompre le lien social qui existe entre nous tous. S'il y a bien une chose que font les Gilets jaunes, c'est d'essayer de le reconstruire, de se parler, de débattre et de poser les discussions. Aujourd'hui, il n'y a pas de points négatifs, il n'y a que des points améliorés et de toujours améliorer les points positifs. Et c'est ce à quoi on doit aussi tenir et c'est ce sur quoi on doit travailler pour pouvoir obtenir gain de cause. Merci beaucoup, Jérôme Rodriguez. Je passe la parole à Farouk Largo. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, on revient sur une commémoration des Gilets jaunes. Alors, on s'est levé par rapport à l'imposition. On a eu des surtaxes qui ont coûté très cher à l'ensemble des Français. La taxe carbone qui a été effacée, elle a été, pour les grandes multinationales, le CICE, ça nous a coûté 160 milliards. Donc, les Gilets jaunes et le peuple français se sont levés pour une pression fiscale démesurée. Et nous réclamons cette justice fiscale et sociale par les moyens qui nous sont légaux. Manifester est un droit constitutionnel. Le peuple français s'est levé et devant lui, il y a eu une répression policière énorme. La répression policière de l'État français, c'est 10 000 cartouches de gaz le 1er décembre. C'est des milliers de tirs de LBD, d'accord, 60 grammes à 200 km/h. Ce sont des femmes et des hommes qui ont été touchés, des citoyens, des étudiants, et tous ceux qui ont été blessés, aucune condamnation ou poursuite à la suite de leurs blessures. Ils ont tiré dans le tas, ils ont blessé des citoyens gravement, mutilés, il y a beaucoup de gueules cassées, il y a même les ophtalmologistes, ils ont dit que c'était très grave ce qui se passait. 32 éborgnés, 5 mains arrachées, sans compter qu'on a eu 11 morts, d'accord. On a eu une mort directe, Redouane Zineb. On a eu plus d'1 millier de blessés graves au niveau de la tête.
Donc nous réclamons justice, nous réclamons réparation. Nous sommes là pour la réparation de tous les mutilés de France et que les tribunaux ne sont pas là pour mener une justice équitable. Tous les blessés attendent justice, il n'y a pas eu de procès pour trouver les vrais coupables et toute la hiérarchie. Parce que du policier au préfet de police, au ministre de l'Intérieur et au président de la République, c'était la politique de la terreur. On a subi des mutilations incommensurables. L'handicap à vie, c'est des séquelles à vie. Maintenant, nous exigeons du gouvernement, de ses responsables, que tous les mutilés et les blessés soient reçus en commission pour expliquer ce qui s'est passé. Et tous les donneurs d'ordre doivent s'expliquer de pourquoi on utilise du matériel militaire, 25 grammes de TNT, pour une grenade qui explose, d'accord? Sans compter le gaz, il y a du cyanure, c'est contre les conventions de Genève. On a été tombé au champ d'honneur par des armes de guerre. Même l'ONU, Michel Bachelet, qui a fait une recommandation comme quoi l'État devra discuter avec les Gilets jaunes, et jusqu'à présent, jamais Macron, le gouvernement et tous les députés sont venus nous voir pour discuter, pour avoir quelque chose de pacifique. Parce que ce qui s'est passé, c'est la révolte des citoyens. D'accord? Donc, l'honneur de la France, ce sont les révoltes et les acquis sociaux. Notre mouvement est basé sur la Révolution française. On décapite le roi pour plus avoir d'intermédiaire entre l'État et ses citoyens. Donc, nous exigeons réparation. Merci à vous. Merci Farouk Largo. Je passe la parole à Fawzi Lelouch. Oui, bonjour à tous. On a évoqué beaucoup de sujets, donc entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Il y a Priscilla Ludowski aussi qui devait venir évoquer aussi la plainte qui avait été menée maintenant il y a 2 ans, où le parquet s'était opposé directement au fait qu'on puisse porter plainte et qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour justifier cette plainte concernant Didier Lallemand et contre X derrière, c'est-à-dire toute la chaîne hiérarchique qu'il y a derrière pour les gens qui commandent et qui dirigent et qui autorisent. Donc notre but, c'était de faire valoir le fait que les manifestations sont un droit constitutionnel. On a le droit, en tant que citoyen, juste d'exprimer notre mécontentement, notre désapprobation sur les décisions politiques des gouvernants, et quel autre moyen on a, à part un vote ou le droit d'aller manifester. Ce droit a été bafoué. Ils ont violé la Constitution en nous réprimant comme jamais un État ne l'a fait actuellement dans l'histoire française. On est de simples citoyens. Effectivement, on n'a pas un mandat d'élu. On n'a pas notre place à l'Assemblée nationale en tant qu'élu. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait énormément d'actions pendant 4 ans où on a eu des fois très peu de visibilité. Et aujourd'hui, pour moi, la meilleure action, c'était celle-là. Essayer d'apporter une reconnaissance à tous les invisibles, à tous les gens qui produisent au quotidien, qui font que ce pays est ce pays et qu'il fonctionne. C'est la population. Il faut leur rendre ce mérite. Ils ont eu le courage, il y a 4 ans, de sortir dehors. En guise de réponse, au lieu d'avoir une réponse politique, ils ont eu de la part du gouvernement les forces de l'ordre qui ont été sans égal une répression où on a pu dénombrer un nombre incontestable de gens condamnés, des gens interdits de manifester, des gens qui ont été mutilés, des gens qui ont été blessés, et des gens même qui se sont retrouvés en prison. Donc voilà, il devait y avoir quelqu'un parmi nous qui devait être là, qui a été blessé lors de l'acte du premier anniversaire des Gilets jaunes, qui s'appelle Manuel Timili, qui est de Valenciennes. Donc, à savoir que sur cette manifestation, on a porté plainte avec Priscilla Ludowski, de façon à ce qu'il y ait des réponses à l'organisation de maintien de l'ordre sur cette journée-là. Le fait d'avoir mis en danger tous les manifestants,
le fait d'avoir nassé, et c'est un sujet qui est quand même important, parce que la NAS est réglementée par aucun texte aujourd'hui, et qui a mis l'ensemble des citoyens en danger, des civils. Je rappelle qu'on est des simples civils, et beaucoup ont été blessés par des armes de guerre en face. C'est disproportionné, et en même temps nous a empêchés de pouvoir exprimer notre pensée, notre liberté à manifester et à nous exprimer et à circuler. Donc je vais lire un texte, parce qu'il n'a pas pu être là aujourd'hui, et vous allez comprendre pourquoi il n'a pas pu être là aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Manuel Timili, Valenciennois, éborgné le 16 novembre 2019, place d'Italie, lors de la manifestation des 1 an du mouvement des Gilets jaunes. Mutilé au visage par le tir d'une grenade lacrymogène. J'aurais aimé être présent aujourd'hui avec vous. Malheureusement, cela m'est impossible dû à une convalescence à la suite d'une sixième opération que j'ai subie ce mardi au niveau de mon œil et de ma jambe, où l'on m'a prélevé des matières organiques pour me les greffer dans le lobe de mon œil perdu, pour y accueillir une prothèse qui, je l'espère, cette fois-ci, va tenir. Je resterai invalide à vie. Je resterai invalide à vie. Aucune réparation ne pourra leur rendre leur œil, leurs mains. Personne ne pourra enlever l'handicap qu'ils subissent. Ça, c'est important de le dire. Je resterai invalide à vie, fatigué et diminué, dû à mon état psychique et psychologique. Ce qui reste difficile à faire face, c'est aux nombreuses opérations contraignantes et douloureuses, et de réussir à retrouver un équilibre dans ma vie sociale. Moi et ma famille sommes seuls pour affronter toutes ces difficultés. Il serait d'un grand secours que chacune des personnes ayant été blessées ou condamnées, qu'elles puissent bénéficier d'un accompagnement social spécifique. Je suis en accord avec ceux qui souhaitent créer un statut particulier pour les victimes du mouvement Gilets jaunes. Je soutiens le projet que vous avez entrepris, à savoir qu'il puisse y avoir une commission d'enquête parlementaire pour les nombreuses victimes civiles qui ont été blessées, mutilées. Les arrestations arbitraires et beaucoup injustement condamnées. Après s'être mobilisés légitimement pour dénoncer les inégalités et les injustices sociales, économiques, environnementales et démocratiques dans ce pays. Des revendications sociales qui méritaient des réponses politiques, réprimées par une répression d'État inégalée. Je pense qu'avec l'actualité d'aujourd'hui, on était dans le juste il y a 4 ans. Voilà la réponse de ce gouvernement. Vous l'avez devant vu. On ne pourra jamais autant dénombrer de blessés, de gens condamnés injustement, des gens qui ont perdu beaucoup et qui aujourd'hui n'ont obtenu comme seule réponse que du mépris. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Et je me ravis que vous nous accueilliez. Je le répète, on n'est pas encarqué. On défend une cause qui est juste, comme on a défendu depuis 4 ans cette cause qui concerne tout le monde, des acquis sociaux où des gens se sont battus pendant des années pour les acquérir et qui aujourd'hui, ce gouvernement se permet de bafouer. Au lieu de protéger la population, au lieu de protéger son peuple, le mutile et le méprise. Voilà pourquoi on est là. Merci beaucoup, Fawzi. Je passe la parole à Priscilla Ludowski. Merci, bonjour. D'abord, je vais remercier Raquel et toutes les personnes qui l'accompagnent dans cette démarche. Pourquoi? Parce qu'on est quand même en 2022 et que c'est aujourd'hui seulement parce que, il faut le dire, il y a la France Insoumise qui est présente massivement à l'Assemblée, qu'on a ce sujet qui est mis sur la table, le sujet des réparations. C'est un sujet qui n'a pas été très entendu depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, de la part des personnes qui ont été blessées premièrement, et puis ensuite de toutes les personnes qui soutiennent ce type de démarche. Et c'est important de dire que ces personnes-là, je ne vais pas en rajouter parce que Fawzi l'a déjà dit, peut-être qu'on l'a dit avant, mais sont seules. Et d'un point de vue psychologique, financier, c'est pas évident pour ces personnes-là, et de voir qu'on est dans un pays quand même qui, aux yeux de la communauté internationale, est un pays qui donne l'exemple et présenté comme une grande puissance, ne peut pas soutenir les personnes qui ont été blessées dans le cadre de manifestations qui revendiquaient une certaine dignité dans son mode de vie. Et c'est assez inquiétant, moi ça m'inquiète.
ça m'inquiète qu'on ne puisse pas entendre que ces personnes-là, elles ont été blessées dans une démocratie parce qu'elles revendiquaient un certain nombre de choses. Je rappelle que les personnes en question n'ont pas été poursuivies en justice pour avoir attaqué la police, pour avoir été dans une posture violente envers la police. Et si ça avait été le cas, elles auraient peut-être été poursuivies en justice, mais ce n'est pas le cas. Et elles ont été reconnues pour certaines comme des victimes. Donc on est dans un pays démocratique où on a des victimes, des personnes mutilées politiques. Et ça, c'est important de le dire. Ce sont des personnes qui n'ont pas été entendues dans ces demandes de réparation et qui sont seules aujourd'hui. Donc je remercie vraiment la démarche qui est en train de se faire pour les accompagner. Je pense que les personnes blessées en parleront le mieux. Et j'entends par ailleurs une commission d'enquête qui pourrait se faire. Ça, c'est très important parce qu'à côté des réparations, on a en face les sanctions des personnes responsables de ces mutilations. On parle de mutilations, on a aussi des personnes qui ont été blessées par ailleurs, qui n'ont pas perdu un membre, mais qui sont blessées tout de même, psychologiquement et physiquement dans leur chair, ont été touchées à un moment donné, ont été peut-être guéries aujourd'hui, mais ont quand même été touchées. Et ces personnes-là, elles n'ont pas osé soit porter plainte, parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens d'avoir un avocat, elles n'ont pas eu non plus la force d'aller dans des démarches telles que créer des collectifs pour obtenir des réparations, parce que ça coûte encore une fois financièrement et psychologiquement que de se mettre dans ce type de démarche-là. Et que ça se fasse au sein de l'Assemblée et qu'on puisse avoir dans ce cadre-là une commission d'enquête qui entende par ailleurs les personnes blessées et aussi les personnes considérées comme responsables, c'est important. Surtout qu'on est dans un pays où on a la Cour de justice de la République qui est, selon moi, pas un organe suffisamment indépendant pour juger ces personnes-là qui sont responsables, parce qu'on parle quand même du président de la République, on parle de Christophe Castaner, on parle de Darmanin par la suite, mais on va d'abord parler de Nunes aussi. Ce sont des personnes qui ont contribué à blesser des concitoyens dans un cadre de mobilisation sociale. Voilà, donc ce texte que Fawzi a lu, on l'appelle Manu, la personne qui a rédigé ce texte, c'est une personne qui a été blessée le 16 novembre 2019. À ce titre-là, on a porté plainte parce que par ailleurs on n'a pas pu manifester dans un cadre serein, mais on a aussi eu des blessés ce jour-là. Et il faut savoir que c'est le procureur de la République de Paris qui a signé de sa propre main le classement sans suite, ce qui est extrêmement rare. On sait que c'est un sujet politique plus que judiciaire par ailleurs, et on a mis 2 ans à pouvoir avoir un juge d'instruction qui a été nommé début septembre. Donc on espère qu'enfin on sera entendu, parce qu'il faut savoir que dans ce cadre-là, les policiers ont été entendus, la préfecture de Paris a été entendue, mais les personnes qui portent plainte, donc Fawzi et moi-même, n'avons pas été entendues encore à ce titre-là. Donc c'est important qu'on soit entendus, c'est important que cette enquête elle soit menée et que Didier Lallemand soit entendu et soit sanctionné. Voilà, donc voilà, je soutiens moi personnellement cette démarche et je remercie Raquel pour ça. Et puis toutes les personnes qui l'accompagnent. Merci, Cécilia Ludowski. Les paroles que vous venez d'entendre de la part des Gilets jaunes qui sont personnellement impliqués et pour le cas de Jérôme Rodriguez, personnellement mutilé des suites de son engagement citoyen, doivent nous interpeller. Elles doivent nous interpeller de façon fraternelle. Ça fait maintenant 4 ans qu'il y a un rapport beaucoup trop tendu, beaucoup trop fou entre l'État et ces citoyens-là qu'on appelle les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes avaient des revendications sociales, le rétablissement de l'impôt sur la solidarité sur la fortune, des revendications démocratiques, comme le référendum d'initiative citoyenne. Ils se placent eux-mêmes, et vous l'avez entendu clairement dans leur bouche, dans les pas de la grande tradition républicaine française, la Révolution française, l'aspiration à la liberté, à l'égalité, à la fraternité et à la souveraineté du peuple sur son propre destin. Et cette phase de l'histoire, cet événement historique a constitué le mouvement des Gilets jaunes, je pense qu'il a provoqué une sortie de route de nos institutions, notamment côté police et justice. La répression, le traitement politique de ce mouvement a imposé à la justice et à la police de se comporter de façon inhabituelle, de façon non conforme à ce qu'ils doivent normalement faire. Les centaines et les milliers d'amendes, de peines, d'emprisonnement sont littéralement une sorte de parenthèse historique qu'il faut regarder en face, et qui a des conséquences non seulement pour les citoyennes et les citoyens mobilisés, mais aussi, et peut-être qu'il faut l'entendre aussi, du côté de la justice et de la police.
Parce qu'un policier qui a été envoyé tous les samedis pendant des mois et des années pour réprimer ses compatriotes, peut-être aussi qu'il a vécu ce moment historique d'une façon gênante et peut-être aussi qu'il a des choses à dire. Donc la première chose qui nous a été demandée par les Gilets jaunes, c'est d'utiliser les mécanismes législatifs existants pour tout simplement regarder cet épisode historique en face. C'est l'intérêt de faire une commission d'enquête ou un audit parlementaire pour que les personnes puissent s'exprimer et être entendues. Vous l'avez entendu dans le témoignage de Manu de Valenciennes, les personnes mutilées aujourd'hui ne sont pas simplement victimes d'une situation économique ou financière dégradée. C'est psychologiquement une situation catastrophique. C'est catastrophique pour leur famille. Derrière toutes ces mutilations et ces blessures, il y a des familles brisées, il y a des divorces, il y a des suicides. Il y a des situations personnelles qui sont absolument dramatiques et qui ont peine à être entendues et sur lesquelles il y a une sorte de réaction parfois des élites françaises qui est d'abolir notre empathie. Donc l'intérêt d'utiliser l'écrin qu'est l'Assemblée nationale avec le cas échéant ses pouvoirs d'enquête, mais de toute façon avec ses pouvoirs tout court, pour pouvoir entendre individuellement, un par un, toutes les personnes qui veulent être entendues, c'est déjà pour nous un premier pas. Obtenir aussi des pouvoirs publics des éléments chiffrés afin de mieux comprendre ce qui a eu lieu. Au début du mouvement, au tout début du mouvement, le ministère de la Justice et de l'Intérieur communiquait sur le nombre de personnes incarcérées, le nombre de gardes à vue, le nombre de condamnations. Et à un moment donné, à partir de juillet 2019, il y a eu silence radio. Donc on ne sait plus combien de personnes passent en procès, combien sont condamnées, combien reçoivent parfois par dizaines ces fameuses amendes pour manifestations interdites. Donc j'ai écrit à Gérald Darmanin et au garde des Sceaux pour leur demander des éléments chiffrés actualisés. Cette lettre, on pourra vous la communiquer, je l'ai faite passer ce matin à Gérald Darmanin dans l'hémicycle. C'est une première étape. Nous voulons faire la œuvre de transparence sur cet événement historique. Combien de personnes sont encore incarcérées? Quelles sont les procédures en cours contre d'éventuels auteurs? C'est un aspect que Jérôme Rodriguez peut-être a eu la pudeur de ne pas aborder devant vous, mais je tiens à le dire. Pour l'instant, aucun policier n'a été condamné. Et les procédures en cours à l'IGPN ne sont pas satisfaisantes. Et ça a été dit, mais je tiens à le souligner parce qu'il y a beaucoup de fake news qui circulent par rapport à ça. Aucune des personnes qui a subi des mutilations n'est poursuivie pour un quelconque délit d'atteinte aux personnes ou aux biens. Donc quand j'entends dire parfois dans les médias, ils l'ont bien cherché, ils n'avaient qu'à pas aller détruire l'Arc de Triomphe, un magasin, etc. Eh bien, il n'y en a pas un seul parmi les mutilés qui est ne serait-ce que poursuivi pour ce genre d'acte. Donc on voit bien qu'il s'agit là d'une violence qui est gratuite, qui n'a pas de lien de causalité entre le comportement d'un individu et la mutilation, si ce n'est l'engagement citoyen pour une vie meilleure. Donc là, 4 ans après, alors que l'injustice était patente et qu'elle a donné lieu dans certains cas à des avances de sommes par la CIVI, vous savez qui est la commission d'indemnisation des victimes des personnes qui sont engagées dans des procédures pénales pour obtenir réparation. Dans le cas de Jérôme Rodriguez et d'autres, il y a eu des avances de sommes de l'ordre de 30 000 €. Aujourd'hui, comme il n'y a pas de condamnation pénale, la CIVI demande le remboursement de ces 30 000 €. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'on parle de 2 ans de SMIC. Ces sommes, elles n'existent plus. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est la triple et la quintuple peine. Non seulement ces gens ont été mutilés et en bout de course, dans ce qu'ils espèrent, j'imagine, être dans le silence généralisé, maintenant, on va encore plus leur mettre la tête sous l'eau du point de vue financier. Donc c'est ce qui nous a amené à considérer que si on dit que c'est un événement historique exceptionnel,
alors il doit être traité comme tel. Et il faut pouvoir organiser, du point de vue de l'État, la reconnaissance par l'État des dysfonctionnements liés au traitement de ce mouvement. L'État est sorti de sa rivière, donc il doit le reconnaître. Cela doit impliquer une prise en compte spécifique des situations personnelles des individus blessés et de leurs familles. Et c'est ce qui m'a amené à proposer l'idée d'une sorte de guichet où les personnes pourraient avoir un soutien juridique, financier, psychologique, enfin ce dont ils ont besoin, quoi, tout simplement, pour pouvoir, comme ça a été dit, non pas récupérer leurs yeux ou leurs mains, parce que ça c'est impossible, mais sentir qu'ils ne sont pas seuls, sentir que la République reconnaît que le sort qui leur a été fait était injuste et qu'elle ne peut pas se traiter, parce que ça ne marche pas, par une réparation classique au plan judiciaire. Pourquoi? Parce que c'est la justice elle-même qui a dysfonctionné dans le traitement de ce mouvement. Donc si vous demandez à la justice d'être elle-même celle qui organise la réparation, on tourne en rond. Ça ne va pas. En fait, les juges eux-mêmes, on les a envoyés faire quelque chose qui était bizarre. Donc ils ne vont pas se dédire dans des jugements où ils vont dire « Ah oui, c'est vrai, en fait, on a condamné des gens pour certains, mais il faut les rembourser. » Enfin, tout ça n'a pas de sens. Il faut l'appréhender globalement comme un phénomène historique, je crois, avec de l'humanité. Et c'est pourquoi nous avons un plan d'action législatif qui se passe ici à l'Assemblée nationale. Moi, je suis très émue du fait que pour ce 4e anniversaire, ces figures Gilets jaunes aient choisi cet endroit pour être l'événement marquant de cette journée. Je suis très émue parce que on leur a dit « vous ne faites plus partie de la République ». On leur a dit « vous êtes des séditieux, vous êtes des pestiférés ». On les a accusés de tout, d'absolument tout. Et aujourd'hui, tout simplement, nous leur disons « mais vous êtes des citoyens comme tout le monde, à égalité ». Et même un petit peu plus, parce que vous vous êtes engagés pour le bien commun. Et ça aussi, c'est bien de le dire et que ce soit entendu. Alors, nous allons à la France Insoumise, dans le cadre de notre droit de tirage pour la commission d'enquête, réfléchir à comment on peut éventuellement prendre ce sujet-là dans le cadre de notre droit de tirage. En toute hypothèse, nous allons faire un travail d'audit parlementaire pour pouvoir entendre les personnes concernées et essayer de faire une lumière totale sur l'événement et en tirer ensuite un certain nombre de préconisations d'avancées législatives. Donc pour certaines, et pour ce faire je vais passer la parole à mes collègues, nous avons déjà une idée de certaines idées de ce qu'on pourrait faire au plan législatif. Alors notre idée c'est de faire plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire plusieurs lois, plusieurs propositions, d'être souple, de laisser aussi la possibilité à l'audit parlementaire de produire, de générer aussi des idées nouvelles sur ce qu'on pourrait faire. Notre idée, c'est, en tant que politique, c'est pas d'être nous-mêmes à l'initiative de façon seule, mais on a surtout, et vous l'avez vu par la façon dont on a organisé la conférence de presse, d'être en réponse à des demandes aussi, voilà, et de travailler et de coopérer, mais en répondant d'abord et en laissant l'initiative des sollicitations et des idées aux Gilets jaunes. Mais en bout de course, effectivement, il pourrait y avoir des évolutions législatives qui soient nécessaires. Et pour cela, je passe la parole, pour commencer, à mon collègue Arnaud Le Gall, qui va vous présenter une proposition de loi qui est d'ores et déjà très avancée dans sa rédaction. Bonjour. D'abord, de remercier les jeunes présents. Alors, Arnaud Le Gall, je vais juste excuser Mathilde Panot, je suis désolée. Donc, je remercie vraiment Mathilde, je te remercie de ta présence. Mathilde a annulé d'autres choses pour revenir avec nous, mais là vraiment, sa présence est requise à un autre endroit dans l'Assemblée. Merci beaucoup. Bon courage. À bientôt. Merci. Oui, donc, comme je voudrais d'abord remercier les jeunes qui sont présents. Alors, d'abord, moi, à titre personnel, j'ai participé à des manifestations, à des mobilisations, jusqu'à ce que ce soit plus possible, puisque
quand la police a rendu impossible le fait de venir en famille manifester, comme je n'avais pas de solution de garde alternative, j'ai pas voulu mettre la vie de mes enfants en danger, enfin de ma fille à l'époque. J'ai vu moi-même la violence du massage. Je me rappelle, en décembre 2018, être présent avec Éric Coquerel, qui alors était député, à la place de l'Arc de Triomphe. On était massés avec des milliers de gens, des centaines de gens, des milliers. Et on recevait une pluie de grenades lacrymogènes envoyées de manière complètement non réglementaire. Je me rappelle aussi que les policiers refusaient la sortie du rond-point à la délégation menée par un député. Ça en dit long sur les ordres politiques qui avaient été donnés pour réprimer ce mouvement. Mais même si je n'avais pas participé à quelconque mobilisation, à quelconque manifestation des Gilets jaunes, je considérerais que notre devoir est de faire ce que nous faisons à présent, parce que nous sommes les élus du peuple. Point. Nous ne faisons que notre devoir dans les démarches que nous entreprenons ici. Je précise que la proposition de loi que je vais présenter le plus rapidement possible, elle est très avancée, mais elle n'est pas déposée. Elle n'est pas déposée parce que justement l'idée était de pouvoir éventuellement continuer à échanger dessus et l'améliorer en fonction de vos préconisations, de vos suggestions et aussi en fonction de la manière de ce que vous avez présenté. Et je sais déjà, moi, les choses que je vais modifier dans cette proposition de loi, mais qui va être déposée rapidement parce qu'il faut que ça converge quand même avec l'anniversaire de la révolte. Alors cette proposition de loi, elle est double. Elle vise d'un côté à demander l'amnistie pour les Gilets jaunes. Je reviendrai sur chaque point après. Et dans un deuxième temps, elle vise à demander la publication ce qu'on a appelé les cahiers d'expression libre. Moi, j'appelle les cahiers de doléances. Publication organisée dans le cadre du grand débat. On va revenir là-dessus. Alors d'abord sur l'amnistie. Je ne vais pas revenir sur les chiffres. Raquel a très bien rappelé qu'on n'est même pas au fait de combien de gens ont été vraiment condamnés, pourquoi. Il y a eu une espèce de sortie de route de la justice, en effet. Beaucoup de gens condamnés pour outrage, mais on sait très bien que c'est une condamnation extrêmement floue. Voilà. Donc, Amnesty International a parlé de 11 203 gardes à vue, de 5 241 poursuites, de 3 204 condamnations, de 43 mandats de dépôt, 4 122 restrictions de droit de circulation et de liberté de réunion en marge de manifestation. L'ONU aussi a constaté. Voilà. De toute façon, dans le cadre de cette proposition de loi, il faudrait, si elle était adoptée, qu'une commission soit chargée elle-même d'établir le diagnostic et les statistiques, enfin pas les statistiques, ce sont des personnes, mais en tout cas le nombre de cas concernés. Mais au-delà de l'aspect purement juridique, pourquoi l'amnistie ? Parce que l'amnistie, dans notre histoire politique, ça correspond à des solutions politiques qui ont été trouvées pour donner une reconnaissance et tenter, tant que faire se peut, de reconstruire le contrat social, de réconcilier, je ne sais pas si c'est le bon terme, parce que il va de soi que les Gilets jaunes, ils avaient des revendications et qu'à l'heure actuelle, ils n'ont pas eu de réponse. Mathilde l'a rappelé, le prix du carburant est plus cher qu'en 2018. La démocratie, bon, jusqu'à preuve de contraire, la référendum d'initiative citoyenne, il n'a pas été adopté, en tout cas pas dans une perspective praticable, c'est-à-dire qui ne nécessite pas de réunir des millions de signatures. La justice fiscale, bon, je crois que, alors au moment où le gouvernement refuse d'appliquer une taxe sur les super profits total, je pense qu'on ne peut pas dire que le dossier est beaucoup avancé dans un sens de justice fiscale, justice sociale, etc. Mais malgré tout, je pense que l'amnistie serait une première réponse à cette reconnaissance, parce que ce serait la reconnaissance que c'est une révolte. Dans l'histoire, il y a eu des amnisties après la Commune de Paris. Il y a eu des amnisties après les événements, comme on disait, autour de l'Algérie française. Alors, c'est pas du tout le même esprit que les Gilets jaunes, les événements autour de l'Algérie française, mais il en reste pas moins que c'était une fracture nationale énorme. Et l'amnistie visait justement à ce que le pays n'explose pas. Il y a eu des amnisties après mai 68. Voilà, je ne vais pas multiplier, mais ce sont des moments. Et pour moi, pour nous, demander l'amnistie, c'est une manière de rappeler que les Gilets jaunes n'étaient pas un simple mouvement social. Les Gilets jaunes, c'était une révolte.
c'était une révolte contre toutes les injustices qui ont été évoquées. Je serai très bref là-dessus, le plus sûr moyen de constater que c'était une révolte, c'est que c'était un mouvement qui était immédiatement national. Dès le premier jour, ça s'est soulevé partout. Et c'est pas juste en vertu de la magie des réseaux sociaux, c'est parce que la colère, elle était nationale. C'est le peuple qui est devenu un acteur politique. C'est pas un syndicat, etc. J'ai rien contre la mobilisation syndicale, mais c'était pas la même chose. Et elle était immédiatement plurielle au sens des revendications. Les médias ont souvent résumé à la lutte contre la hausse du prix du carburant. Mais en fait, c'était le déclencheur. C'était le déclencheur. Immédiatement, les revendications se sont portées vers la justice sociale, vers plus de démocratie, vers la justice fiscale, etc. Donc c'était pour moi une révolte. Et c'est d'ailleurs pour ça que la répression peut être qualifiée de répression politique. Donc cette première mesure, il faudrait voir les détails de la mise en œuvre, mais en tout cas cette première mesure d'amnistie, les gens qui ont été condamnés pour avoir participé au mouvement des Gilets jaunes, serait une première mesure de réconciliation et de reconnaissance de ce que sont les Gilets jaunes. Ensuite, la publication des cahiers d'expression libre, que moi j'appelle cahiers de doléances. Alors je sais très bien qu'il y a eu un grand débat et il y a eu des vrais débats. Priscilla Ludowski fait partie des gens qui ont coordonné un livre qui met en avant, qui s'appelle Le vrai débat, parce que la parole a vraiment été donnée aux Gilets jaunes et en plus il fait œuvre de synthèse, il synthétise les revendications principales avec une grande clarté, etc. C'est d'autant plus important de mettre en avant les revendications qui venaient le plus que le simple fait que c'était une révolte. Attends, juste je coupe. C'est 1,5 million de gens qui se sont connectés au site pour 15 millions d'euros moins cher que celui de Macron. Combien 4 000 balles, je crois 8 000 balles. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous voyez, on coûte pas cher, nous, les Gilets jaunes, au final. Par contre, Macron, il coûte une blinde. Voilà. On va revenir sur le coup. Mais pourquoi ça me paraît très important que vous l'ayez fait, c'est une évidence. Mais parce que comme c'était une révolte immédiatement nationale, etc., forcément il y avait tout le monde dedans. Je ne veux pas faire théorie, mais Gérard Noiriel, il a rappelé, un historien, que par définition, une révolte de masse, il y a tout le monde. Donc évidemment, si on choisit d'isoler un propos raciste ou deux propos antisémites, on peut après dire « Ah, regardez les Gilets jaunes ». Non, la vérité, c'est qu'à l'échelle de masse, les revendications, elles étaient justice sociale, justice fiscale, plus de démocratie, etc. Et ça me paraît donc essentiel, donc, que vous ayez fait ce travail, évidemment, et ça me paraît essentiel aussi qu'il y ait une publication des cahiers d'expression libre qui ont été organisés dans le cadre du grand débat. Parce que même si, évidemment, ce grand débat a été un monologue du président de la République, malheureusement, il n'en reste pas moins qu'à l'initiative des maires, notamment des communes rurales, on a ouvert les portes des préfectures pour que les gens puissent aller écrire leurs doléances. Et le président de la République lui-même s'était engagé à ce que ces cahiers soient mis en ligne. C'était une promesse du président de la République. Donc, il me paraît essentiel que pour reconnaître que la révolte des Gilets jaunes a apporté un diagnostic essentiel porté par le peuple sur les dysfonctionnements, les inégalités et les dysfonctionnements multiples dans notre pays, il me paraît essentiel qu'il y ait une forme de reconnaissance institutionnelle que ces cahiers valent quelque chose, que ces cahiers sont la parole du peuple. Voilà, ça ne fera pas que par magie le grand débat apporte les vraies réponses, mais à minima on pourrait faire ça. Et nous le demandons au président parce que c'était un engagement solennel de sa part, et ça doit donc être fait. Voilà, je m'arrête là, j'ai déjà trop. Merci. Je me permets de rajouter que dans le cadre de la niche parlementaire de la France Insoumise, vous savez, cette journée où on a le droit d'avoir l'initiative des lois dans une configuration constitutionnelle où c'est l'exécutif qui en général décide toujours de ce dont on discute, nous avons une loi qui est à l'ordre du jour, c'est une loi pour l'élargissement de l'accès au référendum d'initiative partagée. Vous savez, le référendum d'initiative partagée a été mis dans la Constitution en 2008, mais dans des conditions tellement difficiles que c'était fait pour qu'il n'y en ait pas. Et la preuve, c'est qu'il n'y en a toujours pas eu. Alors ça fait 15 ans que ça existe. Il y a eu une tentative sur la question d'aéroport de Paris où
nous avons quand même réussi à recueillir 1 million de signatures, ce qui a donné lieu d'ailleurs au demeurant à un retrait de l'idée de privatisation à l'époque. Donc politiquement nous avons gagné, mais on n'a pas réussi à obtenir le référendum. Et là on l'a essayé récemment pour la question des super profits, et c'est même pas passé, ça n'a même pas passé le filtre du Conseil constitutionnel. En 2019, si vous vous rappelez, les macronistes voulaient faire une révision constitutionnelle jusqu'à l'affaire Benalla. C'était sur la table, et parmi les propositions qui venaient du secteur macroniste, il y avait l'idée d'élargir, enfin d'assouplir l'accès au référendum d'initiative partagée. Donc dans la loi insoumise dont le rapporteur est Mathias Tavel, nous avons mis sur la table donc, cette idée-là. Et alors on en a discuté hier en commission des lois, et malheureusement, alors tout en disant qu'ils étaient d'accord, les macronistes ont voté contre. Le Front National RN s'est abstenu, et du coup ça n'est pas passé. Il y a eu 17 voix contre et 16 voix pour, à une voix près en commission des lois. Le nouveau référendum d'initiative partagée n'est pas passé. Mais nous considérons que la bataille doit continuer, et d'ici à l'hémicycle, au débat dans l'hémicycle le 24 novembre, il y a peut-être une chance de bouger. Après, tout va dépendre de comment on va s'organiser cette journée-là. On ne sait pas quelles sont au final les lois qui pourront passer. Mais je voulais apporter cette précision parce qu'effectivement, ça fait partie aussi de cet arsenal d'actions législatives que nous menons à propos de la question des revendications qui se rapportent au mouvement des Gilets jaunes et à leurs revendications. André Perignat. Justement, par rapport à ce que vient de dire Raquel, cette commission pour revoir un petit peu les principes du RIP, eh ben, ils ont appelé un citoyen pour y participer. Hein. J'étais avec André il y a 2 jours au téléphone. Vous voyez, hein, voilà, des députés qui appellent des citoyens pour savoir ce qu'ils pensent du RIP et de l'amélioration qu'ils veulent mettre en place dans leur loi. Enfin, ils ont fait leur job, quoi. On va encore parler de récupération, on va en parler de collaboration citoyenne avec leurs députés pour pouvoir faire en sorte d'avoir une meilleure démocratie. À un moment donné, travaillons ensemble. De toute façon, on est obligé de travailler ensemble. Voilà. Oui, donc effectivement, il y a 2 jours, on s'est retrouvés en audition avec Jérôme pour réfléchir, pour avoir des éléments pour construire cette proposition de loi qui, comme l'a expliqué Raquel, n'a pas été retenue en commission, mais qu'on espère faire vivre dans l'hémicycle. Alors, je voulais insister sur effectivement ces liens de coopération. Je préfère dire coopération que collaboration. Mais après, ça dépend dans quel contexte il fâche, parce que quand nous on crie collabo dans la manif, on risque de finir en prison. Donc, en fait, à Saint-Étienne, moi aussi, j'ai participé à de nombreuses manifestations de Gilets jaunes, et ce qui m'a permis de tisser des liens, comme ça a été dit précédemment par d'autres personnes, avec des personnes que je n'aurais jamais imaginé pouvoir un jour voir dans mon cercle d'amis, parce que nous sommes devenus des cercles d'amis. Alors j'aimerais bien d'ailleurs, ce jour anniversaire, saluer tous les Gilets jaunes de Saint-Étienne. Je ne vais peut-être pas commencer à en citer quelques-uns, mais quand même Linda, Nicolas, Fabrice, Eliane. Mais bon, je vais arrêter parce que je vais faire des jaloux. Voilà, et en fait ce qui était intéressant, c'est que bon, à Saint-Étienne on a vu beaucoup la répression. Hein. Moi, je me souviens effectivement aussi des lacrymos. Et puis, on a eu un événement assez dramatique, puisque c'était au mois de décembre où les policiers sont intervenus sur la place de l'hôtel de ville, où il y avait vous savez, les petits, comment on appelle ça, les cabanes de Noël. Le village de Noël. Le village de Noël, voilà. Donc en fait, ils sont intervenus sur cette place de l'hôtel de ville où se rendaient des familles avec des enfants. Donc ça a été vraiment très marquant. Et de ces liens qui se sont construits entre, je dis à Saint-Étienne, mais je pense que ça s'est passé un petit peu partout, entre des gilets jaunes et des insoumises et des insoumis. À Saint-Étienne, on a vraiment réussi à travailler en coopération au moment des municipales, notamment. Et on a vraiment réussi à construire ensemble un programme pour montrer aux gens que, citoyennes et citoyens, ils pouvaient s'emparer
de la chose politique qui règle en fait leur quotidien, et donc là, en l'occurrence, sur les municipales. Ce que je retiens aussi, c'est que ce mouvement qui est une révolte a montré aussi le besoin de s'exprimer, de revendiquer en fait concrètement cette liberté d'expression et surtout d'être entendu. Parce que le problème, c'est qu'on peut bien parler, mais si on n'est pas entendu, c'est pas très intéressant. Je vous conseille le livre de l'académicienne Danielle Salnave qui s'intitule « Parole en haut, silence en bas » et qui a très bien, c'est un petit livre, c'est un petit fascicule, et qui décrit très bien ce besoin d'être entendu, de pouvoir exprimer sa révolte, mais aussi qu'elle soit entendue. C'est pour ça que c'est très intéressant, effectivement, que soient enfin publiés ces cahiers de doléances pour qu'il y ait une reconnaissance. On se souvient aussi du mépris avec lequel la parole des Gilets jaunes a été considérée par le président Macron lorsqu'il a dit qu'on ne pouvait pas mettre sur le même pied d'égalité un expert sur un plateau de télé et Jojo le gilet jaune, entre guillemets. Donc ce mépris-là, il a été aussi, il a vraiment révélé le fait que le pouvoir se sentait menacé. Comme ça a été le cas, effectivement, dans les épisodes historiques qu'on a mentionnés, que ce soit la Révolution, qui a vraiment abouti, ou que ce soit, je pense, surtout à la Commune. Donc, cette liberté d'expression, ce droit à manifester font partie, effectivement, de nos droits fondamentaux, comme ça a été dit. Et nous, maintenant que nous sommes élus, on travaille aussi à les préserver. Et je veux juste dire un mot sur le travail qui est en train d'être repris là justement dans l'hémicycle. Vous avez entendu la sonnerie, moi ça me rappelle la sonnerie de la récré, mais bon là c'est la sonnerie pour la reprise du travail à l'hémicycle. Et donc dans l'hémicycle on examine la réforme de la police, l'OPMI, organisation programmation du ministère de l'Intérieur, et où on voit que s'il y a une leçon qui a été tirée par le gouvernement, c'est celle-là, c'est qu'il faut de plus en plus réprimer et de plus en plus surveiller. Donc il y a quand même 8 milliards qui vont être donnés pour la technopolice, avec donc, des drones, avec des caméras dignes de science-fiction, des équipements de policiers aussi qu'on n'aurait pas imaginé. Les chars blindés. Les exosquelettes, etc. C'est vraiment de la science-fiction. Et donc, voilà, notre travail aussi, c'est de résister à ça, de faire en sorte que le pire ne soit pas acté. Et c'est aussi un gros travail. Voilà. Et donc, bon anniversaire à tout le monde, à toutes et à tous les Gilets jaunes. Merci beaucoup André Tourigna. En effet, le rappel que fait André Tourigna sur la question de la doctrine de maintien de l'ordre est évidemment au cœur aussi des conclusions législatives et politiques qu'il faudra tirer de cette séquence que nous proposons d'audit parlementaire ou commission d'enquête sur cet événement historique qui a constitué le mouvement des Gilets jaunes. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Et sinon, nous allons terminer notre conférence qui dure déjà depuis 1 heure. Je vous remercie d'ailleurs de votre présence et de votre patience. Monsieur Pécard. Bon, j'ai une question, Baptiste Pécard de l'AFP, qui ne relève pas forcément de ce que vous présentez, parce que vous avez été très complet. Mais je voulais savoir, je serais curieux de savoir pourquoi, à votre avis, alors que justement il y a des problèmes de pouvoir d'achat en ce moment, il n'y a pas, les Gilets jaunes ne ressortent pas et il n'y a pas vraiment une nouvelle révolte. Voilà. Pourquoi? Écoute. Vous pensez que c'est dû à ça? Je te montre le message que j'ai reçu cette nuit d'une personne dans un DM qui me dit « Mais Jérôme, moi quand je vois ta gueule, j'ai pas envie d'aller manifester. » Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'à défaut de nous flinguer, à défaut de nous foutre au cimetière, parce qu'on va se souvenir d'un mec au cimetière une fois par an, le jour où il est mort, on ira le commémorer. Et bien nous, on nous fait porter la terreur sur notre visage. Moi, quand un chauffeur de métro qui est énervé me dit « Mais je ne vais pas manifester, parce que j'ai besoin de mes 2 yeux pour conduire un métro »,
Je te parle des chauffeurs de bus, je ne peux même plus faire le fameux métier pour lequel je m'étais réorienté en traversant la rue, sous les préceptes de macronisme. On m'a crevé un nez, je ne peux plus faire ce métier-là. J'ai dû retraverser la rue dans l'autre sens. Tu vois? Voilà pourquoi. Pourquoi les gens ont du mal. Aujourd'hui, on veut te mettre 1000 balles parce qu'on va ouvrir un péage. 1000 balles d'amende. Moi, je suis à 10 000 balles d'amende. Un œil crevé, 10 000 balles d'amende, des gardes à vue, des procès à venir, des convocations à la police. J'en ai encore eu un il y a 2 semaines pour des affaires qui remontent à 2020. Moi, je mets des coups de boule à la brave. 60 kilos tout mouillé, un œil en moins, je mets des coups de boule à la brave. C'est pas compliqué. À un moment donné, tu risques ta vie en France, dans une démocratie. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'en veux aux médias. Des médias qui comparent un œil crevé à une vitrine qui tombe. Mais putain, quand est-ce que vous allez aller voir les commerçants qui étaient dans l'obligation de fermer quand il y avait une manif de par la police? Combien de commerçants sont venus me voir? Moi, je vous garantis, les amis, que quand je vais dans un café à Paris, le patron, il m'offre le café. Moi, le Rodriguez, dégueulasse, qui a foutu la merde en France, qui a pété des vitrines, qui voulait le chaos absolu, les mecs m'offrent des cafés et me disent continue. Parce que la retransmission qui a été faite de la part des médias, la diabolisation, les insultes, BFM TV la semaine dernière, c'est cocasse, Jérôme Rodriguez à l'Assemblée. Mais je suis quoi, moi? Un apatride? Je vis dans la cave? J'ai pas le droit de montrer mon nez dehors? Putain, vous êtes aujourd'hui les premiers bénéficiaires de la liberté de parole, de la liberté de la presse, de la liberté d'opinion, et parce que nous on a une opinion, on se fait crever un œil. Oh, Paul m'en est témoin. Un des principales personnes qui a pu fournir des documents pour prouver la culpabilité du flic qui avait tiré, c'est un journaliste qui a fait la Roumanie en 89, qui a fait la Syrie, il lui est jamais rien arrivé, il fait une manif sur Paris, il a fait perdre un œil, ton collègue. 150 journalistes blessés, je vous ai jamais entendu dire un mot à la télé. 150 journalistes blessés pendant le mouvement des Gilets jaunes, par la police, d'accord? Par contre, quand moi j'arrivais sur un plateau de télé, ah ouais, la violence. Wow, c'est moi qui ai un œil crevé. C'est moi qui filmais. Mon avocat me dit j'ai une affaire où il n'y a jamais eu autant de vidéos qui prouvent la culpabilité du flic. Ça fait 4 ans que j'attends. 4 ans que j'attends. D'accord? Et la seule chose dont le monsieur a bénéficié comme punition, c'est 5 jours de suspension de travail. Le dernier mec qui a pris 5 jours de suspension, c'est un copain à moi au collège qui avait pété une vitre. Vous faites quoi? J'ai fait quoi de mal? J'ai respecté les préceptes des cours d'éducation civique que j'ai reçus au collège. Pays mère patrie des droits de l'homme, pays des libertés, égalité, fraternité. Et dès que tu dis, poum, tu t'en prends une dans la gueule. Moi, les gens ne vont plus manifester parce qu'ils ont peur. Peur de Macron, peur de la police. Parce qu'aujourd'hui, on vit depuis 40 ans, c'est l'âge que j'ai, dans un système où les politiques, à défaut de pouvoir répondre à l'ensemble des citoyens, envoient les policiers pour leur répondre. On n'a pas compris quoi dans ce pays? Vous prenez l'affaire Floyd aux États-Unis. Le mec en 2 ans, il a pris 20 ans. Le flic a pris 20 ans. Donnez-moi le nom d'un flic aujourd'hui qui a été en prison pour le fait qu'il ait fait du mal. Si à un moment donné, la justice était la même pour tous, et que le premier policier a fauté, quel que soit l'exercice de son travail, serait jugé en conséquence, je vous garantis que le premier qui veut avoir des insultes racistes, ou mettre une baffe dans la gueule, ou de tuer un Cédric Chouviard, eh ben il va y réfléchir à 2 fois. Parce que moi, quand je sors dans la rue, avant de faire le con, j'y réfléchis à 2 fois parce que je sais que j'ai la justice qui m'attend. Aujourd'hui, si je réfléchis à 2 fois d'aller moi en manif, c'est parce que j'ai les renseignements généraux qui m'attendent et que j'ai les flics qui me courent après. Oh, ma gueule, elle est interdite. Demandez à votre collègue journaliste qui a été interdit de filmer devant l'Assemblée nationale. Parce que je suis là. Il n'est pas venu me faire chier moi, parce qu'il savait que je venais à l'Assemblée, mais il est venu faire chier votre collègue. Et je ne vous entends pas. Nous sommes des mécréants, nous sommes des séditieux. On engage la sûreté nationale de quoi? Parce qu'on veut bouffer à la fin du mois? Parce qu'on veut avoir un salaire en conséquence qui puisse emmener l'ensemble des gens à la fin du mois, l'ensemble des familles? Or, vous connaissez la lourdeur de notre vie, qui est identique à celle de tous les Français, responsable de sa famille, responsable de son travail. Vous prenez un chauffeur de taxi, il écrase un gamin, il perd son permis. Aujourd'hui, vous avez un flic qui tue Cédric Chouviard, il est muté dans sa région, au soleil. Et là, on ne vous entend pas, on ne vous entend pas. Alors moi, je vais te répondre, mon ami. Quand tu mettras fin à la répression, je te garantis que tu as un paquet de gens qui seront dans la rue. Sauf que les gens aussi, parce qu'on va faire les 2 choses, quand les gens ils ont compris qu'on sera 1 million dans la rue, 1 million dans la rue, il n'y a pas un flic, il n'y a pas un politique qui va moufter. Et je vais te dire une dernière chose, la déresponsabilisation des Français.
Parce que les Français aujourd'hui, ils attendent le chèque énergie, ils attendent le chèque gasoil, et puis ils attendent un petit couillon de Rodriguez qui aille dans la rue pour manifester à sa place parce que lui, il n'a pas les couilles d'y aller. Il va attendre un Faouzi, il va attendre une Priscilla qui fasse une pétition parce que lui, il n'a pas les couilles d'y aller. Ah ouais, il gueule devant son canapé. Comme moi, je faisais le 16 novembre 2018. J'étais devant mon canapé, la France, ça va pas bien. Ben moi, je me suis levé le 17. Sauf qu'il y en a encore qui sont couchés. Parce que gueuler devant un mur, gueuler devant sa télé que c'est pas bien, à un moment donné, personne ne vous entend. D'accord? Un peu moins de répression, un peu plus de table ronde. Parce que moi, je suis passé pour le plus violent. Et vous avez des collègues journalistes, le jour où j'étais à l'hôpital, ils voulaient sauter par la fenêtre pour rentrer dans ma chambre d'hôpital pour avoir la meilleure image. J'avais mon œil dans la main. Vous faites quoi, monsieur Rodriguez? J'appelle à la paix. Parce que je te garantis, mon ami, que le samedi d'après où je me suis fait crever un œil, j'avais juste un mot à dire. Foutez-moi le feu. Je vais porter quoi, moi? La responsabilité d'avoir les mains ensanglantées parce que j'aurais dit aux gens d'aller se faire canarder? Pour les conneries de la police et du gouvernement? J'ai appelé à la paix. J'ai appelé au calme. Tu sais comment on m'appelait, moi, quand j'étais gamin? Gégé la Colombe. Pourquoi la Colombe? Parce que mon grand-père était communiste et que j'allais dans la rue manifester pour la paix. Et moi, je vais appeler à la guerre. Moi, je vais appeler à la guerre. Le prix de la violence, je connais. Le prix de la violence, je le connais. Si on essayait de recadrer un petit peu les choses, d'arrêter de nous faire passer pour des connards, d'arrêter de nous faire passer pour des violents, simplement de simples citoyens qui sont aujourd'hui dans le besoin nécessaire pour vivre. Voilà pourquoi les gens, et je vais te donner un truc tout bête, pourquoi les gens ont arrêté de manifester. Parce que nous, les putains d'assistés que nous sommes, les putains de rétributaires de l'État, on manifestait le samedi, pourquoi? Parce que nous, on n'est pas des syndicats, on n'a pas de caisse de grève, on n'a pas de corporation auquel s'installer. Vous nous avez tous traités de feignants, mais nous, notre journée, elle nous coûte 80 balles quand on fait grève un jeudi. C'est pour ça qu'on manifestait le samedi. Ce matin, j'étais avec 2 chefs d'entreprise sur un plateau gilet jaune. 2 chefs d'entreprise. Vous avez juste loupé un truc, les gars. Vous n'avez juste pas compris qu'on travaille ensemble. Que notre liberté, enfin votre liberté dépend aussi de la nôtre, et vice-versa. D'accord? Parce que quand vous chiez sur la gueule des gens qui cassent des vitrines ou aux caisses... Pas moi. Hein. D'accord? Non, je fais une généralité. D'accord? Mais vous croyez qu'à la Révolution française, ils sont venus voir le roi en disant « Bonjour, monsieur le roi, on veut plus de liberté ?» Il a dit « Oui. » Il a fini la tête coupée, le cum. Et pourquoi? Pour que toi et tous tes copains, vous puissiez avoir cette liberté de parole. Mais il va vous l'enlever bientôt. Hein. Je vous rappelle la deuxième salve liberticide. Parce que tu vois, on parle des questions démocratiques sur les gilets jaunes. Mais pourquoi elles sont intervenues, les questions démocratiques? Parce qu'à la base, ils vont se lever pour les prix. C'est parce qu'on s'est dit, on est en démocratie, on va venir le 17 novembre dans la rue, poum, poum, poum. Hop, hop, hop. Ok, on met aussi sur la table la démocratie parce qu'au final, on s'est fait niquer pendant tous nos cours à l'école en nous disant, vous allez pouvoir le faire. Eh ben non, on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on n'est pas des syndicats, on n'est pas des associations. Tu sais pourquoi on m'arrête dans la rue, moi? Tu sais pourquoi on m'arrête dans la rue le samedi? Parce que je m'appelle Jérôme Rodriguez. Depuis quand en France ça existe? J'ai pas vu un journaliste qui vient m'interviewer en me disant « Que sont devenus les gilets jaunes au bout de 4 ans ?» J'ai pas vu une ligne écrite d'un part d'un journaliste, et pourtant je leur dis à tous qu'à chaque samedi que je vais dans la rue, je finis au star. Parce que je suis. Alors que c'est moi qui en ai crevé. Après, je voudrais rajouter quand même que Jérôme réclame cette question parce qu'il y a encore du mouvement depuis, et c'est assez étonnant, il y a une sorte de vigie citoyenne depuis le mouvement des Gilets jaunes qui se fait, où il y a des manifestations sur d'autres sujets, où les Gilets jaunes sont toujours présents, parce que voilà, il y aura toujours cette présence, c'est assez extraordinaire après 4 ans. Moi, au contraire, cette question, elle me fatigue. La question de qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on fait... Le préfixe revienne, retour. C'est ça. 80 ronds-points étaient repris samedi. Samedi dernier, 80 ronds-points. C'est même pas la question, c'est que cette vigie-là, elle sera toujours présente selon moi. Moi, ce qui me fatigue, c'est que les journalistes demandent quand est-ce qu'on revient. Mais pourquoi? Pour qu'on casse des vitrines et qu'ils puissent faire du sens à la télé. C'est quoi la vraie question derrière? Pourquoi on attend qu'il y ait un mouvement aussi massif que les Gilets jaunes qui reviennent? C'était pas suffisant de manifester tous les samedis, c'est quand même un format assez inédit. Ça vous faisait chier à un moment donné? Une manifestation. Maintenant vous nous attendez? Une manifestation dans la rue, ensuite une grosse mobilisation digitale sur les réseaux, ensuite des personnes qui étaient sur des ronds-points. C'est quand même un rond-point, c'est quand même pas un lieu commun de réunion de personnes, parce que c'est quand même excentré pour la plupart des ronds-points. C'est pas commun que les gens aillent sur des ronds-points pour se mobiliser. Il y a eu toutes sortes de mobilisations sous toutes les formes possibles. Il y a eu tout un tas de choses. Il mentionnait des choses qui n'ont pas été dites dans les médias, mais moi ce que je déplore aussi, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de mention de toutes les... On va emprunter ce mot, même si ce n'était pas vraiment le bon terme, des assemblées de citoyens partout en France, pendant près d'1 an. C'est assez incroyable que les gens sortent du boulot, et au lieu de rentrer chez eux pour aller passer du temps en famille,
et passaient à la journée suivante, ils allaient sur des ronds-points ou ils allaient dans des salles municipales, dans des salles prêtées par des associations pour juste débattre. C'est incroyable qu'on fasse ça en France et que personne n'en parle. Donc moi je veux bien qu'on nous dise quand est-ce que vous revenez, quand est-ce que vous manifestez, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui. La question n'était pas spécifiquement sur les gilets jaunes, mais sur pourquoi il n'y a pas pourquoi les manifestations. Mais il y a beaucoup de manifestations. Enfin, moi personnellement. Pourquoi ils n'ont pas plus pris que ça en cet automne? Mais je ne sais pas ce qu'on attend par plus pris. En fait, quand vous posez la question, qu'est-ce que vous mettez derrière comme impact? Parce que je trouve personnellement que malgré la crise sanitaire qui nous a toutes et tous enfermés pendant un certain temps et restreint dans nos libertés de déplacement, je trouve que malgré tout, il y a eu des gens qui sont allés dans la rue, qui ont quand même bravé ce truc-là pour aller dans la rue manifester. Il y a eu sur tous les sujets, il y a eu la loi de séparatisme, la loi de sécurité globale, lorsque George Floyd est décédé, il y a eu la mobilisation pour les violences contre les violences policières, puis il y a eu tout un tas de choses en marge, et puis les soignants sont sortis tous les mardis. Enfin, moi personnellement, je trouve que dans un contexte de répression intense de l'État, dans un contexte de crise sanitaire, dans un contexte où des gens s'étaient déjà fortement mobilisés sur l'année 2019 et 2018 juste avant ça, se soit quand même maintenu en vigilance et continue de sortir aujourd'hui tous les samedis notamment, et d'autres mobilisations autour pour les retraites, etc. Moi, je considère que c'est déjà beaucoup. Je ne sais pas ce que vous considérez, vous, quand vous dites est-ce que pourquoi il devrait y avoir plus. Je ne sais pas ce que plus signifie. Pour moi, il y a déjà eu suffisamment d'alertes et de signaux adressés à ce président pour que ce soit suffisamment entendu, compris et ensuite questionné pour être transformé en quelle que soit la règle, la loi, ou quel que soit ce que ça doit donner par la suite pour qu'il y ait des améliorations dans la vie du quotidien, dans le quotidien des gens. Donc pour moi c'est suffisant, je ne sais pas ce que vous attendez de plus. Et combien de fois faut le dire? Combien de fois faut apporter des revendications? Combien de fois faut le dire pour pouvoir être entendu? Eh bien sachez qu'une chose, c'est que ce gouvernement, Emmanuel Macron et son gouvernement, et successif, ne veut pas que l'on s'oppose à ses décisions politiques. Il ne veut pas que la population s'oppose à ses décisions politiques. Et pour ça, il utilise tous les moyens. Je te coupe juste une seconde. La dissuasion, la répression, et il n'hésite pas à blesser ceux qu'il doit protéger. Excuse-moi, je te redonne juste la main. C'est juste que quand Fawzi utilise le mot opposé, c'est très intéressant parce que je me souviens que lorsque le mouvement a commencé, au début, j'étais souvent dans les médias et c'est à ce moment-là que le président a cité mon nom en disant c'est une opposante politique. Je veux dire, à quel moment, quand une citoyenne fait une pétition, on la traite d'opposante politique? Enfin, dès le départ, en fait, il a considéré que qu'il était en guerre, comme il l'a souvent utilisé pendant la crise sanitaire, contre les personnes qui ont à dire sur sa politique, ce qui était problématique pour moi. Et puis ensuite, on en parlait de Didier Lalande tout à l'heure, qui lui a ouvertement dit je ne suis pas dans votre camp, à une dame qui se mobilisait dans le mouvement des Gilets jaunes. Donc ils ont tracé une ligne entre l'État et la population qui se mobilisait, d'une part, et ensuite ils ont monté les forces de l'ordre contre la population par ailleurs, en les utilisant, en les instrumentalisant. Et ça, c'est un problème d'avoir mis ce cadre-là d'emblée pour manipuler l'opinion publique avec beaucoup de complicité de certains médias. Et ouais, je te repasse. Non, juste dire qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont préoccupés par leurs obligations et qui sont habitués aussi à ce que d'autres fassent ce qu'ils doivent faire normalement, mais qui ne s'engagent pas. Pour eux-mêmes. On a pris la responsabilité de sortir dans la rue et on était des milliers dans la rue et des milliers, des millions. Il y avait du monde, c'était difficile. Si on écoute les chiffres du ministère de l'Intérieur, on n'était pas beaucoup. Je peux vous dire que la France entière s'est soulevée. L'opinion publique était d'accord. Pourquoi? Parce que c'est leur quotidien. Et ça ne sert à rien de vouloir gouverner un pays sans entendre la population et aujourd'hui sans vouloir faire avec elle. Voilà. Ça, c'est juste une décision de citoyens qui ont pris l'initiative. On a fait la tournée des ministères pour s'assurer que chaque ministre l'ait reçu dans chaque ministère. On l'a fait pendant 3 jours. On a filmé. Pas un retour. Ça a été ignoré. Et pourtant, c'est 1 million de personnes qui ont voté pour ça. Là, je reçois des amendes. J'en ai 7 d'un coup pour interdiction de manifester. Je les reçois. C'est la première fois. Elles sont déjà majorées. Elles datent de 2019-2020. On est en 2022, s'il vous plaît. Comment je fais pour m'opposer à ça? 2 700 €. Si on ne veut pas attaquer les gens parce qu'ils ont de plus en difficulté. Aujourd'hui, les gens ne sortent plus dans la rue parce qu'ils ont peur et ils vous le disent depuis 4 ans. Ils n'y arrivent plus. Comment ils vont faire le déplacement pour aller à Paris et envahir vos rues
pour réclamer plus de justice sociale. Et Comment ça, ils vont c'est faire? Ils n'ont pas les moyens, ils vous le disent. Et pourtant, ils travaillent. Et pourtant, ils s'assument seuls. Parce qu'ils ne comptent pas sur les gouvernants pour des petits chèques ou quoi. Parce que si on arrêtait de les taxer, peut-être qu'ils arriveraient à vivre du fruit de ce qu'ils produisent. Et ce pays fonctionne grâce à la population et à personne d'autre. Aujourd'hui, vous avez des députés qui nous reçoivent à l'Assemblée nationale, et ben ça pour faire valoir la parole citoyenne. Ça nous appartient et c'est un honneur parce que c'est nous et on s'est battu depuis 4 ans juste pour être entendus. Voilà tout simplement. On n'a eu aucune réponse non plus, hein, parce que moi je reprends parce qu'André est là, mais pour le coup j'étais à la manifestation, une manifestation à Saint-Étienne et le chèque énergie venait juste de sortir, d'accord? Sauf que pour avoir le chèque énergie, il fallait déclarer plus de 11 046 €, pardon, moins que 11 046 € de revenu fiscal annuel, d'accord? J'étais dans la manif à Saint-Étienne, j'ai demandé aux Gilets jaunes, qui déclare plus de 11 000 € annuels? 90% des gens ont levé la main. Bonne nouvelle, vous n'aurez pas de prime énergie. Voilà, donc le bilan des Gilets jaunes, il est complètement négatif, tout simplement. Aujourd'hui, et j'en profite qu'il y a les caméras, parce que, alors c'est pas une erreur, nous, Gilets jaunes, on est descendus dans la rue en disant « c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher ». Quoi qu'il arrive, on paye, parce qu'on est obligé de payer, parce qu'on est obligé de se nourrir, on est obligé de se loger, on est obligé de rouler, d'accord? On aurait dû poser la question « qu'est-ce qu'on fait de notre argent ?» Non, ça c'est une question qui a été posée dans la pétition. D'accord? La question de la transparence est liée dès le début. Voilà, aujourd'hui 3 000 milliards de dettes. D'ailleurs, Emmanuel Vargon, qui travaillait avec François de Rugy, évidemment que je n'y croyais pas, mais m'avait dit on vous dira ce qu'on a fait avec vos taxes. On attend toujours. Elle l'a réaffirmé sur LCI, en duplex, on attend toujours. Donc en fait, le sujet de la transparence, il y est dès le début. Oui, on parlait d'aller cher, mais c'est aussi la question de dire pourquoi on paye plus, toujours plus, lorsque d'autres ne sont pas logés à la même enseigne, mais aussi que faites-vous avec les sous? C'est ça aussi la question. Est-ce qu'il n'y a que nous aujourd'hui, parce que je ne suis pas un assisté, hein, je peux vous montrer mes fiches d'imposition, hein. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'assistés en France qui payent des impôts, je pense. D'accord? Mais à un moment donné, je pense que vous tous, en tout cas ici présents, vous payez de plus en plus d'impôts, mais vous attendez de plus en plus à l'hôpital, vos gamins sont de moins en moins bien scolarisés, il y a 300 000 SDF qui dorment dans la rue, 3 000 milliards de dettes. Moi, je vais chez le banquier avec un apport de 5 000 pour avoir une voiture, et on va regarder, il va me dire dégage. D'accord? Comment on arrive encore à emprunter de l'argent? Et je me dis 3 000 milliards de dettes, mais putain, on a des écoles en platine, des hôpitaux en or. À un moment donné, il va peut-être falloir que... Enfin, j'avais fait l'exemple, hein, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais quand votre gamin vient vous réclamer un billet de 50 balles, je pense que tout le monde se pose la question, pourquoi faire? Nous, on paye, on ne demande pas pourquoi faire. Mais par contre, on a le résultat, c'est-à-dire qu'on n'a rien du tout. Parce qu'il ne faut pas oublier, 168 milliards d'euros, soit le double du budget d'éducation nationale, soit un tiers du budget national, est donné aux grandes entreprises. On va reparler des assistés. Ah non, pardon, ça c'est pas des assistés, vous les appelez, comment on les appelle ces gens-là? C'est pas l'assistanat, c'est des subventions. Voilà, hein, quand nous on fait une fraude fiscale, on est des voleurs. Eux, c'est des niches fiscales. Vous voyez toutes ces différences. On leur donne de l'argent. Quand vous donnez de l'argent aux EHPAD, et que vous apprenez que les mecs, à défaut de torcher nos vieux pour qu'ils puissent mourir avec un minimum de dignité, ben les mecs ils vont jouer en bourse. Nos thunes. Même moi je peux pas jouer en bourse, j'en ai pas assez. Lui il joue avec mes thunes en bourse. Mais le sujet de la transparence, c'est un vrai sujet. La discussion sur à quoi servent les deniers publics, classiquement, elle se fait lors de la discussion budgétaire. La Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prévoit dans ses articles 13 et 14 le droit pour le peuple de constater le besoin de l'impôt et une fois qu'il a constaté le besoin de l'impôt, de pouvoir en déterminer la quotité, l'assiette et l'usage. Ça, c'est aussi vieux que la Révolution française elle-même. Et c'est pourquoi c'est très important la discussion du projet de loi de finances à chaque étape. Et c'est pourquoi c'est aussi violent lorsque nous adoptons ici à l'Assemblée nationale majoritairement, de façon majoritaire, des articles qui disent exactement où il faut prendre l'argent. Quand on dit, parce qu'on adopte un amendement qu'il faudrait une taxe sur les super profits, on est en train de dire où il faut prendre l'argent. Et pourtant, alors que c'est majoritaire, le gouvernement, vous le savez, a utilisé l'article 49.3. Et pareil sur où va l'argent, parce que ça c'est la partie recette du budget, où d'ailleurs le gouvernement avait prévu, et il l'a fait par 49.3, de créer encore une nouvelle exonération en enlevant la taxe CVAE, c'est 8 milliards d'euros. Ça c'était les décisions du gouvernement qui ont été imposées de façon
abusive, de façon antidémocratique. Et pour les dépenses, c'est pareil. Quand, par exemple, on a voté majoritairement qu'il faudrait 12 milliards pour la rénovation thermique des bâtiments, qui est quand même un énorme chantier et une vraie possibilité d'avancer pour lutter contre le réchauffement climatique, le gouvernement ne l'a pas repris. Donc on en revient finalement... 15 milliards à la police. Alors, les 15 milliards de la police, c'est actuellement... Alors, c'est pas dans le budget actuel, c'est une loi de programmation. Donc, mais c'est vrai que c'est fou parce que, par exemple, pour prendre le programme l'Avenir en commun, qui était notre programme à la présidentielle, où nous, on avait un programme sur la police, où il y avait quand même des embauches, etc. C'était 3 milliards d'euros. Et en fait, là, Darmanin, il arrive effectivement en disant « je vais dépenser 15 milliards d'euros », mais il n'y a pas un seul centime pour les greffiers, il n'y a pas un seul centime pour la PJJ, pour que les enfants en danger soient accompagnés, ou que les jugements aillent plus vite, ou pour protéger les Français. C'est pour gaspiller de l'argent en technopolis. C'est-à-dire tout ce qui coûte très très cher, qui en met plein la vue. En fait, effectivement, ce problème que vous avez pointé dès l'aube, de votre mouvement, qui était de dire c'est notre argent, est-ce qu'on peut dire où il va, on en est en plein dedans aujourd'hui, et l'utilisation du 49.3 montre qu'on ne peut pas dissocier la revendication sociale de la revendication démocratique. Parce qu'effectivement, dresser des revendications, en fait, savoir ce dont on a besoin, on sait faire. Mais si au final on a un système démocratique où la personne qui concentre le pouvoir gouvernant, c'est-à-dire le président de la République, d'aucune façon n'est responsable politiquement de son pouvoir, est né dans un rapport de responsabilité démocratique avec le Parlement et avec le peuple, alors c'est un mur. C'est-à-dire qu'on a un mur et on se fracasse. On peut être 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions. On se fracasse contre le mur du château de l'Élysée. Et c'est pourquoi, évidemment, derrière cette prise de parole aujourd'hui qui est très importante, évidemment, il n'y a pas simplement des revendications ponctuelles, financières. C'est fondamentalement la question de qui décide. Qui décide? Et si ce n'est pas le peuple, alors c'est qui? Donc on en revient à la question démocratique, à la question que nous portons, la 6ème République, etc. C'est un chantier dont on sent qu'il est très avancé. La France, elle est mûre pour ça. Elle est mûre pour ça. Ils font tout au niveau de l'oligarchie. Vous savez, l'oligarchie, étymologiquement, ça veut dire le gouvernement des peu. Donc en France, nous sommes en démocratie, nous ne sommes pas en dictature, mais nous sommes dans une oligarchie. Le pouvoir et les richesses sont concentrées entre un petit nombre de mains. Et ça provoque une frustration civique, et ça peut provoquer aussi un déséquilibre et des violences. Et la revendication sociale, le mouvement, le fait de manifester, c'est un chemin pacifique aussi pour dire les choses. Vous savez, à part régler les problèmes par ce gouvernement, à part régler les problèmes, un jour ou l'autre, il va les trouver multipliés devant lui. Et je peux vous dire qu'on dira que les gilets jaunes, ils ont été gentils, c'était des bisounours. Parce qu'il y a une telle colère et une telle contestation sociale qui est enfouie à l'intérieur de chaque ménage, aujourd'hui, chaque travailleur, chaque personne, aussi bien pour les questions d'âge, de personnes, de retraite, de vie, d'éducation, qu'un jour ou l'autre, les choses, ce gouvernement ou un autre gouvernement va les retrouver devant. Et je vous le dis, hein, on a une expérience aujourd'hui, on ne se laissera pas faire. Et on sera là parce que, hors de question qu'on reste depuis 4 ans à ne pas avoir été entendu. On est ce qu'on appelle les sans-dents, d'accord? Donc je pense qu'on a manqué un peu de mordant pendant le mouvement. Mais je vous garantis que la population aujourd'hui, malheureusement, qui va tomber sur le marché de la misère et de la précarité, ont la chance encore d'avoir quelques dents et des bridges. La première qui va sauter, je vous garantis qu'ils vont avoir beaucoup plus fort que nous, et nous, on va passer pour des agneaux. Moi, je dois y aller j'ai une urgence, je m'excuse par avance, je vais partir à la fin. C'est pas bien. J'ai rien à enlever à tout ce qui a été dit. Juste, quand vous demandez pourquoi il n'y a pas les gilets jaunes, enfin, tout a été dit. Il faut quand même rappeler que le degré de misère dans un pays ne détermine pas le degré de mobilisation. Ça n'a jamais été automatique. Il faut une conjonction de choses. Et il faut notamment que les gens relèvent la tête. Et évidemment, Jérôme, il l'a très bien dit, Jérôme Rodriguez, la violence qui a été déployée quand tout un peuple a relevé la tête, forcément ça dissuade. Mais il n'en reste pas moins que la colère est toujours là. Et Christine Ledowski l'a dit, les mouvements ils ont continué, on a quand même gagné la bataille des retraites. Macron, le Covid a été une bénédiction pour lui, il allait perdre la bataille des retraites. Il allait la perdre.
Et on a bien l'intention qu'il la perde à nouveau s'il la relance. Etc., etc. Et donc je voudrais juste dire, Jérôme Rodriguez a dit que le bilan était négatif. Moi, d'où je suis, et en n'ayant pas subi de blessures, je ne vais pas me permettre de lui dire « Ah non, c'est super, t'as tort ». Non, évidemment non. Il ne reste pas moins que s'il faut retenir une chose des Gilets jaunes, c'est que pour la première fois depuis des décennies, et c'est encore une fois au risque d'insister ce qui différencie une révolte d'un simple mouvement social, le peuple est redevenu un acteur politique. Il a réaffirmé sa souveraineté. Et ça, il en restera toujours quelque chose. Il y a un avant et il y a un après. Avec dignité. Et, je le dis, les raisons objectives qui ont mené les Gilets jaunes à la révolte sont encore là et elles se sont aggravées. Le coût de la vie s'aggrave, etc. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les gens réfléchissent avant de sortir. Rien que manifester, ça coûte de l'argent. On reçoit des abonnements délirants. 3,5% sur les achats contrats. Et ça va être de plus en plus grave parce que le choix qui a été fait, et là, excusez-moi si je suis un petit peu technique, mais c'est fondamental. Et j'arrêterai là-dessus. C'est pour ça qu'on voulait avoir ces débats-là dans la loi de finances et qu'on n'a pas pu les avoir. Le choix qui a été fait pour répondre à l'inflation, outre le fait qu'on ne taxe pas, qu'on ne remonte pas les salaires au niveau de l'inflation, et Mathilde l'a rappelé, il n'y a pas eu plus 3% des salaires, moins 3%. Le gouvernement a donné plus 3% en juillet, mais l'inflation elle est à 6, 7, 8. Donc mécaniquement c'est moins 3, 4, 5. Il n'y a pas une matière aujourd'hui, enfin il n'y a pas un produit consommable qui n'a pas une progression à 2 chiffres. Alors, je ne suis pas très mathématique et on ne fait pas la moyenne des pourcentages, mais on n'a que des trucs à plus 20% et on a une inflation à 6. Sur les produits de première nécessité, l'inflation est bien supérieure à 6. Mais tout, hier les chiffres sont sortis, tout est à plus de 20%. Tout est à plus de 20%, mais on est à 6. Je voudrais aussi donner un autre chiffre, c'est que cet été, pardonne-moi Arnaud, on a débattu avec le gouvernement sur l'opportunité d'une augmentation générale des salaires. Premièrement, l'augmentation du SMIC, mais ça on reviendra dessus dans la liste du 24 novembre. Ensuite, l'indexation des salaires sur l'inflation. Le gouvernement nous a dit mais non, on va mettre en place une prime et de l'intéressement. Ils ont dit tout doit passer par les primes et ça y est, on a un premier bilan qui est paru. Il y a 700 000 personnes qui ont eu une prime en moyenne de moins de 200 €, alors qu'ils ont communiqué sur tout le monde aura une prime de 6 000 €. Et donc, concrètement, il y a 19 millions de salariés qui n'ont pas eu la prime Macron. D'accord, c'est ça dont on parle. Dont il faut rappeler que c'est 19 millions. Les Français, ce sont les Français. La prime Gilets jaunes était meilleure. La grande différence entre la hausse des salaires ou le blocage des prix et les petites primounettes Macron, d'abord, les primes ne touchent pas tout le monde. Il y a des gens qui en auraient besoin qui ne les touchent pas. Et surtout, les primes, c'est l'État qui les verse, c'est-à-dire que les Français les payent. Donc à la fin, on leur demandera la facture. C'est ça, parce qu'on vous dira, on vous a aidé pendant 2 ans, 3 ans, mais maintenant ça va mieux, donc on va resserrer le kiki, et ce sera encore moins d'hôpitaux, encore moins d'enseignants dans les écoles, encore moins... Voilà, c'est ça. On nous parle d'un bouclier fiscal, moi j'appelle ça une bulle fiscale, et comme toutes les bulles, à un moment donné, elle va nous exploser à la tronche, et les augmentations, on va se les prendre, quoi qu'il advienne. Et on va finir par les payer, et nos gamins finiront par payer toutes nos conneries aussi, parce que ça commence à... Enfin voilà, surtout en Macronie, je pense pas qu'il y ait d'argent gratuit, quoi. On espère qu'il y ait cette commission d'enquête parlementaire qui ait lieu et que l'ensemble de ceux qui ont manifesté et qui ont été méprisés et qui ont subi la répression, ils obtiennent enfin une reconnaissance et qu'ils soient plus invisibilisés. Voilà, c'est ce qui nous a fait être là aujourd'hui. Et pour finir, on appelle à l'arrêt des armes de guerre, que ce soit le gaz, les grenades, les LBD. On demande un moratoire et surtout un arrêt de toutes ces armes de guerre qui mutilent. Ce sont des armes mutilantes, semi-létales. Donc semi-létales, c'est à moitié qui peuvent tuer. Donc c'est une chance sur 2 de mourir. Et une petite commission aussi qui puisse, au-delà de l'IGPN, c'est-à-dire qu'elle soit, comment on dit, neutre, puisse aussi être mise en place pour pouvoir enquêter sur la police. Parce que des copains qui enquêtent sur des copains, moi je vais être honnête avec vous parce que je parle avec le cœur. Moi il m'est arrivé dans mon travail d'avoir quelqu'un qui avait un souci d'alcoolisme, on m'a demandé de le virer. Avant de le virer, j'ai parlé avec lui et je l'ai gardé parce que c'est mon copain et que je ne vire pas mes copains. C'est pareil dans la police. Donc à un moment donné, les enquêtes, quand il y a des exactions policières, quand la police tue, il serait important d'avoir d'autres personnes qui puissent enquêter pour que justice soit faite.
Là, justement, ce qui est intéressant, c'est que, comme je disais tout à l'heure, dans le texte qu'on est en train d'examiner, nous, on a porté des amendements demandant un moratoire des armes De guerre. Et également l'indépendance d'un organisme qui puisse contrôler la police et éventuellement prendre des sanctions, etc. Merci André Tourignan, merci Jérôme Rodriguez, merci Priscilla Ludowski, merci Farouk Raphaël Lardo, merci Fauzi Lelouch, merci à toutes celles et ceux qui à la maison nous regardent. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux. Merci aux tous les médias présents. Merci Hervé, il se reconnaîtra. Merci. Joyeux anniversaire tout le monde. On embrasse Manu aussi, on le remercie. Manu Dalancienne, merci pour son témoignage qui nous a tous touchés au cœur et j'espère qu'il vous a touché également. Et vous avez les Mutilés pour l'exemple, qui est aussi un collectif de mutilés qui font aussi du très bon travail et qu'il est important aussi de parler d'eux et de pouvoir aller à leur rencontre si vous voulez rencontrer des mutilés et de voir la souffrance dans laquelle ils sont aujourd'hui.